Regarde, la lumière derrière ta fenêtre vient de devenir plus forte. Il est 21h30 et tu as un examen très important à passer demain. Tu jettes un coup d'œil pour voir si tes voisins sont encore en train d'utiliser leur projecteur, mais ils sont sortis regarder le ciel. Tu passes ta tête dehors et tu remarques que la lune a beaucoup grossi. Elle a doublé de taille. Tu cours à l'extérieur pour demander aux gens ce qu'il se passe. Mais ils n'en ont pas la moindre idée. Tu prends une photo et tu la publies sur les réseaux sociaux. Tu consultes ensuite ton flux et tu vois que tout le monde parle de la même chose. Le ciel nocturne est plus clair, car la lune a maintenant une plus grande surface pour refléter la lumière du soleil. Tu te sens comme déséquilibré quand tu marches. Chaque fois que tu fais un pas, tu as l'impression d'être plus léger que d'habitude. Comme la lune est devenue très grande, son attraction gravitationnelle est plus forte, et donc la gravité sur Terre est plus faible. Soudain, tu baisses les yeux et tu sens que tes chaussettes sont mouillées. Tu cours, puis tu sautes sur le toit d'une voiture et tu vois que de l'eau est en train d'inonder ton quartier. Les gens grimpent où ils peuvent, ou se précipitent chez eux. Ce n'est pas une bouche d'incendie qui a explosé et qui crache de l'eau. C'est celle de l'océan qui est en train de tout inonder. Tu te sens désorienté et tu perds l'équilibre. En glissant, tu tombes dans l'eau qui continue de monter. Certains se sont réfugiés dans leur voiture, mais ils ne peuvent aller nulle part. Tu vis près de l'océan, mais de toute ta vie, il n'y a jamais eu ni tsunami ni inondation d'ampleur. Aucun tremblement de terre n'a été signalé dans la région. C'est donc qu'il se passe quelque chose d'étrange. Tu cours jusqu'à chez toi, pour voir si tu peux trouver ton vieux bateau gonflable. Le seul problème, c'est que tu n'as pas ta pompe pour le gonfler. Alors, au début, tu le gonfles en soufflant dedans, mais tu réalises que ça va te prendre une éternité. Tu cherches une solution, puis tu tombes sur ton sèche-cheveux. Tu le branches et tu gonfles le bateau autant que tu peux. Puis tu recommences à souffler pour terminer le travail. Le niveau de l'eau augmente de seconde en seconde, et maintenant elle a pénétré ta maison. Tu fais ton sac, une bonne lampe de poche, un peu de nourriture et des couvertures thermiques. Tu descends et tu t'aperçois que tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Tu continues à marcher jusqu'à la porte. Dehors, l'eau te pousse de tous les côtés. Les vagues sont puissantes. Comme la gravité a changé, il n'est pas facile de nager. Tu montes sur ton bateau et tu descends le courant dans ta rue. Comme nous sommes en plein mois de février, l'eau est glacée, ce qui rend la situation encore plus difficile. Au bout d'un moment, tu atteins l'autoroute. Ici, l'eau arrive directement de la plage. Tu as réussi à gagner une hauteur et tu sors ton téléphone. Tu l'avais rangé dans la poche imperméable de ton sac afin de le garder au sec. Il ne te reste que 15% de batterie. Mais par chance, tu as apporté de quoi la recharger. Tu appelles ta famille pour leur demander s'ils sont au courant de ce qui se passe, mais ils n'en savent pas plus que toi. Tu t'aventures ensuite dans la forêt à la recherche d'une vieille cabane où tu passais du temps quand tu étais plus jeune. Peut-être y aurais-tu laissé ta vieille bicyclette ? Tu la retrouves rapidement et tu traverses la montagne à vélo pour échapper à l'inondation. Tu as du mal à garder ton équilibre à cause du changement de gravité. Des scientifiques sont assis devant des ordinateurs portables et des feuilles de calcul. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Tout le monde crie et lance des solutions au hasard, mais rien ne semble avoir de sens. Au bout d'un moment, le chef de la NASA décide de lancer une fusée sans pilote sur la Lune. La fusée est prête en quelques heures. Et tout le monde attend les ordres. 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élève dans les airs en direction de la Lune. Elle sort de l'atmosphère terrestre et voyage à toute vitesse. Après quelque temps, tout le monde peut voir les images de la Lune gigantesque. Selon les scientifiques, la fusée ne doit pas trop s'approcher de la Lune en raison de sa forte attraction gravitationnelle. Mais sur les images, on voit que de petites particules flottent autour du satellite. On dirait les anneaux de Saturne. Ces anneaux ressemblent à un disque géant autour de la grande planète. Mais de plus près, ce ne sont que des particules allant de la taille d'un grain de riz à celle d'un grand bus. On trouve ces particules en orbite autour de Saturne en raison de son énorme force gravitationnelle. Autour de la Lune, les images montrent là aussi que ces objets sont de diverses tailles. Et cela représente un danger pour la fusée qui s'approche. Alors elle interrompt son vol et se place en orbite autour de la Lune, puis lance un petit engin qui ressemble à un drone. Certains débris ont une taille considérable, ce qui rend difficile la manœuvre de l'appareil. Il vole plus près et les débits commencent à s'écraser sur lui. Heureusement, cette mini-fusée est extrêmement solide. Elle réussit finalement à passer le mur de particules et atterrit sur la Lune. Sa gravité est plus forte depuis qu'elle a grossi, et la fusée manque d'être réduite en miettes. Dès qu'elle atterrit, un autre robot en sort et commence à rouler sur la surface à la recherche d'indices. Pour l'instant, il ne se passe rien.
Mais on remarque un frémissement provenant des profondeurs de la Lune. Quelque chose d'anormal se produit au niveau du noyau. On dirait qu'il est en train de devenir de plus en plus gros. Les scientifiques ne savent pas s'il cessera de croître à un moment donné. La seule façon de le savoir est de percer un trou à l'intérieur pour découvrir la raison de ce phénomène. Tu pédales toujours et tu atteins enfin l'autre côté de la montagne. Le sol tremble et ton équilibre est encore plus affecté. Tu regardes de l'autre côté de la montagne et tu vois que toute cette partie de la ville est inondée. Tu prends ton bateau gonflable et tes provisions et tu continues ton chemin. Tu trouves une barque et tu rames aussi vite que tu peux afin de gagner le phare. Tu pourras y chercher le QG de la NASA. Soudain, tu vois une grande fusée qui s'élance vers le ciel. Tu sais que ton frère est là-bas en train de travailler. Mais les réseaux cellulaires sont en panne. Tu continues à ramer vers un endroit sûr. La petite fusée qui a atterri sort une petite foreuse suffisamment puissante pour creuser à des kilomètres sous la surface. Il faudra des jours pour qu'elle atteigne le centre. Alors, la NASA lance une autre fusée qui transporte une plus grande foreuse. Le problème, c'est que la Lune continue à grossir et que les particules autour de la Lune augmentent en nombre. La Lune est en train d'atteindre la taille de la Terre et grandit de minute en minute. L'inondation pourrait atteindre plusieurs villes côtières et de nombreuses petites îles pourraient être submergées. Il faut donc trouver une solution. La gravité pourrait affecter la structure des bâtiments et les faire s'effondrer les uns après les autres. Mais le petit robot ne le permettra pas. Il continue donc de creuser pour comprendre ce qui se passe sur la Lune. Certaines roches semblent devenir plus chaudes à mesure qu'ils s'enfoncent sous la surface. Cela peut être le signe que l'expansion de la Lune pourrait mener à une explosion. Les scientifiques présents dans la salle sont déconcertés. Ils ne savent pas quoi faire. Le directeur de recherche, qui se trouve être ton frère, essaye de t'appeler mais n'arrive pas à te joindre. Pendant ce temps, tu rames toujours pour rejoindre la NASA. Mais tu dois retourner dans les montagnes, car les risques sont grands. Lorsque tu parviens à la vieille cabane, tu vois des hommes étranges vêtus d'imperméables. Ils sont à ta recherche. Une fois qu'ils t'ont vu, ils se lancent à ta poursuite. Ils sont très bizarres, un peu comme des extraterrestres. La foreuse a atteint sa profondeur maximale et ne peut plus descendre. De plus, la transmission du signal s'affaiblit. Soudain, une silhouette surgit et braque ses feux sur le robot. La transmission se brouille et on ne voit plus cette silhouette géante que partiellement. Une petite créature descend et se dirige vers le robot. Tout le monde à la NASA panique devant ces images. Personne n'arrive à croire ce qu'il se passe. Au bout d'un moment, la créature transmet un signal que la NASA n'est pas en mesure de déchiffrer. Mais la créature semble amicale. Elle retourne dans son vaisseau et en un instant, elle disparaît dans les airs en se téléportant. La Lune commence à rapetisser pour revenir à sa taille normale. Tout le monde exulte à la NASA et sur toute la planète. Les courants se calment et refluent vers les côtes. Par chance, tout le monde était en sécurité dans les collines. Cette grande boule de feu située à des milliers de kilomètres de nous est l'objet le plus brillant de notre système solaire, ainsi que le plus grand. Si Jupiter avait la taille d'un ballon de basket, alors la Terre serait un tout petit raisin. Mais le Soleil ferait paraître Jupiter ridicule. Cette grosse boule brûlante dans le ciel est composée d'hydrogène et d'hélium et mesure 1 400 000 km de diamètre, ce qui la rend plus de 100 fois plus grande que notre petite planète bleue. Il fait 5540 degrés Celsius à la surface et 15 millions de degrés en son centre. En revanche, la Lune est un peu plus facile à cerner, avec un diamètre d'environ 3500 km, soit moins d'un tiers de celui de la Terre. Elle peut sembler très grosse en train de flotter dans le ciel, mais c'est parce qu'il s'agit de l'objet le plus proche de nous. Mais que se passerait-il si les rôles, ou dans le cas présent les corps célestes, étaient inversés et que la Lune devenait tout à coup plus brillante que le Soleil? Explorons plusieurs scénarios. Scénario 1. Si la Lune devient plus brillante que le Soleil, les nuits seront plus lumineuses que les jours. Cela signifie que ton cycle de sommeil sera perturbé. Tous les animaux nocturnes seront complètement désorientés. Quand faut-il sortir et manger désormais? Au pôle nord et sud de la Terre, les nuits et les jours durent déjà plusieurs mois. Les habitants de cette région ont donc déjà une idée de ce que c'est que de dormir à 23 heures avec le soleil qui brille au-dessus d'eux. Pour le reste d'entre nous, ce ne sera pas si facile. Disons que tu es en train de camper, tu prépares un bon repas et tu te prépares pour une longue nuit. Après t'être frayé un chemin dans la forêt, tu trouves un endroit qui offre une vue imprenable sur le lac et le ciel clair. Il est 19h,
Tu allumes un feu pour y cuire des marshmallows et tu prépares ton télescope. Le seul problème est que lorsque le soleil commence à se coucher, la lune éclaire le ciel encore plus intensément. Il ne fait pas aussi chaud qu'on pourrait l'imaginer car il ne s'agit pas de lumière directe du soleil, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours assez chaud. Scénario 2. Les températures vont certainement augmenter de toute façon. Cela signifie que la neige va fondre plus vite que tu ne pourrais dire « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» La neige sur les calottes polaires sera la première à fondre, suivie par les calottes polaires elles-mêmes. Avec cette chaleur, le niveau des mers va monter et entraîner sous l'eau les petites îles éloignées, disséminées dans l'océan. Les villes côtières disparaîtront, et tout le monde vivra plus près de l'intérieur des terres. Cela provoquera probablement une réaction en chaîne dans l'économie mondiale. Il n'y aura plus d'hiver, ce qui signifie qu'il n'y aura plus d'activités hivernales comme le ski, le snowboard ou les batailles de boules de neige. Les animaux et les plantes du monde entier seront affectés. Le monde se transformera en un grand désert. L'eau se fera rare au fil des ans, mais les gens trouveront un moyen de la préserver. Scénario 3. Tu es assis derrière ton bureau, tu t'ennuies. Tu manques de clients. Les gens n'achètent pas autant de lunettes de soleil que tu ne le pensais. Mais la lune devient soudain plus brillante que le soleil et tout le monde doit porter ses lunettes en permanence lorsqu'il sort. Tu ne peux pas répondre à la demande de lunettes de soleil, alors tu embauches plus de personnel et tu développes ton activité. Tu finis par devenir la première entreprise de lunettes de soleil du pays. On déconseille de regarder le soleil à tout moment du jour ou de la nuit. Les villes sont couvertes d'immenses visières pour réduire la luminosité au quotidien. Les lunettes de soleil se trouvent de toute taille et de toute forme pour les différents moments de la journée. Certaines ressemblent à des lunettes de protection fixées autour de la tête, tandis que d'autres ressemblent à de grands casques. Scénario 4. L'atmosphère de la Lune est si fine qu'elle ne peut rien retenir. Tout comme dans les déserts sur Terre. Il n'y a pas de nuages pour apporter de pluie, c'est pourquoi il fait toujours chaud ou froid. Oui, le plus grand désert du monde est le continent antarctique, qui est un désert froid et stérile, contrairement à ce que les gens pensent du désert du Sahara. Donc si tu veux toujours atterrir sur la Lune, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois maintenant. Les personnes qui travaillent dans la Station spatiale internationale devront se trouver un nouveau bureau. La Lune sera trop brillante pour qu'on puisse la voir, compte tenu de la distance qui les sépare. Si la Lune est juste plus brillante que le Soleil, en omettant la chaleur, alors la Station spatiale aura besoin de quelques petits ajustements pour empêcher la lumière d'entrer. La raison pour laquelle nous voyons la Lune sous différentes formes est due à sa position par rapport au Soleil. La Lune ne tourne pas, contrairement à la Terre. Elle est en quelque sorte collée à nous et montre toujours le même côté. Ainsi, selon la position de la Lune au cours du mois, nous aurons une nuit super lumineuse pendant la pleine Lune et des nuits relativement brillantes pendant le reste du mois. Scénario 5. Si la Lune devenait plus brillante que le Soleil, elle produirait plus de chaleur que le Soleil et deviendrait aussi probablement plus grosse. La gravité sur Terre changerait considérablement en raison de la nouvelle taille de la Lune. La structure entière de l'orbite changerait et affecterait les objets célestes qui flottent dans l'espace. Les planètes commenceraient bientôt à tourner autour de la Lune. La Terre pourrait s'éloigner davantage du Soleil. Si cela se produisait, tout devrait se réajuster aux changements radicaux de la gravité. Une gravité insuffisante signifie que les bâtiments n'auraient pas de fondations solides sur lesquelles reposer et finiraient par s'effondrer. Les ponts et les grands monuments ne tiendraient pas non plus. Les gens ne seraient pas capables de marcher correctement et le feraient d'une drôle de manière. Scénario 6. Dans plusieurs des scénarios, j'ai indiqué que la Lune était simplement plus brillante que l'objet qui émet la dite lumière. Mais dans ce cas, la lumière proviendrait de la réflexion du Soleil par la Lune, ce qui signifie que le Soleil devrait être 2 fois plus brillant qu'aujourd'hui. Si le Soleil devenait 100 fois plus grand, il émettrait plus de rayons, qui peuvent être nuisibles et émettre beaucoup de radiations nocives pour tout être vivant sur Terre. La force gravitationnelle du Soleil pourrait attirer d'autres objets en orbite autour de lui et amener d'autres objets de l'espace à rejoindre son orbite. Les planètes feraient la fête dans notre club galactique et nous pourrions être éjectés de notre orbite à nous. Bien sûr, cela poserait un plus grand risque pour tout ce qui se trouve sur Terre, car les choses deviendraient plus chaudes et plus sèches qu'auparavant. Scénario 7. Si nous parlons de la Lune qui devient plus brillante, nous pouvons aussi supposer qu'elle sera plus proche de la Terre que maintenant. La luminosité ne sera pas le problème ici, car la gravité entraînera des changements majeurs sur Terre. Mais chaque jour, 24 heures sur 24, il y aura une marée haute. Elle sera si extrême qu'il y aura des inondations constantes dans toutes les villes côtières. Toutes les îles seront submergées, ce qui augmentera la population des villes de l'intérieur des terres. La vie marine vivra le meilleur moment de sa vie lorsque l'eau submergera les sols. Les bateaux devront être repensés pour s'adapter aux nouvelles conditions, de même que les sous-marins.
Le transport aérien sera la priorité, mais les grands navires de croisière auront un look futuriste et une carrure plus imposante pour résister aux vagues violentes. Les nuits seront très lumineuses par rapport aux jours ordinaires. La température mondiale augmentera, ce qui fera fondre la neige et fera monter encore plus le niveau des mers. Les comètes et autres objets célestes seront attirés par une force gravitationnelle plus forte, de sorte que nous devrons toujours lever la tête lorsque nous sortirons. Mais ne t'inquiète pas, la Lune est toujours là et le sera encore pendant très longtemps. La relation entre la Terre et la Lune est compliquée. Heureusement, nous n'avons qu'un seul satellite naturel. D'autres planètes dans notre système solaire ont plusieurs lunes qui tournent autour d'elles. Certaines sont si grandes qu'elles ont la taille de la Terre. Imagine que plusieurs d'entre elles puissent affecter notre planète d'origine. Mais ça, c'est un sujet pour une toute autre histoire. Imagine sortir de ta navette spatiale et poser le pied sur la surface de la Lune. Sous tes pieds, le sol est recouvert d'une matière fine qui ressemble à de la poudre. C'est la poussière lunaire. Tu regardes autour de toi et prends une bouffée d'air frais. L'odeur est très différente de celle de l'air sur Terre, mais elle est tout de même agréable. Malheureusement, tout cela est très improbable. Notamment parce que la Lune n'a presque pas d'atmosphère. Le satellite naturel de la Terre est trop petit, moins de 2% de la masse de notre planète. Pour cette raison, son champ magnétique n'est pas assez puissant pour conserver une atmosphère. Même si la Lune en possédait une, les vents solaires la souffleraient immédiatement. Mais si tu pouvais visiter la Lune il y a 3 ou 4 milliards d'années, ce que tu verrais serait très différent. À cette époque, elle disposait très probablement d'une atmosphère. En ce temps-là, notre satellite était parcouru par de puissantes éruptions volcaniques. Des gaz se répandaient sur toute sa surface. Et ça se passait si vite qu'ils n'avaient pas le temps de se répandre dans l'espace. La surface lunaire était alors couverte de bassins, et ceux-ci étaient remplis de basalte volcanique. Imagine ça, d'énormes panaches de magma s'élançant dans les airs, retombant sur le sol en d'immenses coulées de lave. Voilà comment les bassins de basalte sont apparus sur la surface de la Lune. Au XXe siècle, nos scientifiques sur Terre ont réussi à obtenir des échantillons rapportés de la Lune. Ils ont découvert que dans les coulées de lave lunaire, il y avait non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'était élevée pour former l'atmosphère. Et ils ont découvert que c'est il y a environ 3,5 milliards d'années qu'elle était la plus dense. Et aussi qu'elle a persisté pendant à peu près 70 millions d'années. Après ça, pouf, l'atmosphère s'est évaporée dans l'espace. Mais le plus cool, c'est que lorsque la Lune possédait une atmosphère, notre satellite était 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique a même indiqué que la Lune était peut-être près de 19 fois plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. On pense qu'elle se trouvait alors à quelques 30 000 km, alors que de nos jours, elle se trouve à environ 390 000 km. C'est pourquoi la Lune avait l'air beaucoup plus grosse dans le ciel. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour profiter de la vue. Et moi non plus, je n'étais pas là. En même temps, selon les études les plus récentes, notre Lune aurait bel et bien une atmosphère. Elle est composée principalement d'hydrogène, de néon et d'argon et contient aussi quelques autres gaz rares, comme le potassium ou le sodium. On les trouve, par exemple, dans les atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Malheureusement, une telle atmosphère ne nous convient pas du tout. Nous sommes absolument dépendants de l'oxygène. Mais devine quoi ? Il y a aussi beaucoup d'oxygène sur la Lune. Oui, je sais, tout ça doit te paraître un peu déroutant. Mais le truc, c'est que cet oxygène n'y existe pas sous sa forme gazeuse la plus courante. Non, il se trouve piégé dans la couche de roches et de poussière qui recouvre la surface de la Lune. Cette couche s'appelle le régolithe et il contient près de 45% d'oxygène. Cela veut dire que si l'on était capable d'extraire cet oxygène, nous pourrions vivre sur la Lune ? Pas si vite. L'oxygène contenu dans ces roches est très étroitement lié aux minéraux. Et pour séparer ces éléments, il nous faudrait des tonnes d'énergie et un équipement adapté. Mais si l'on parvenait à amorcer ce processus, la Lune pourrait fournir beaucoup d'oxygène. Il existe une théorie selon laquelle la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et un autre planétoïde. Ce planétoïde devait être plus petit, de la taille de Mars.
Cela s'est probablement produit il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon une autre théorie, la Lune était autrefois un astéroïde ou un autre corps vagabond du même genre. Elle se serait formée ailleurs, quelque part dans le système solaire. Et lorsqu'elle est enfin passée près de la Terre, elle a été immédiatement happée par la gravité de notre planète. D'autres experts pensent qu'à un moment donné du passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière s'est détachée. Et ce morceau s'est rapidement mis à tourner autour de notre planète. C'est ainsi que la Lune est apparue dans le ciel. D'après la théorie la moins passionnante, le satellite naturel de la Terre serait simplement apparu en même temps que notre planète au moment de sa formation. Actuellement, la Lune est le 5e plus grand satellite naturel de notre système solaire. C'est aussi l'un des plus denses, juste derrière le satellite de Jupiter, Io. Il est fort probable que la Lune ait un noyau minuscule, pas plus grand que 2% de sa masse totale. Large d'environ 676 km, il est principalement composé de fer et de soufre. La surface de la Lune est sombre, même s'il s'agit de l'objet le plus brillant de notre ciel nocturne. En réalité, sa réflectance est à peine plus élevée que celle de l'asphalte. Tu as peut-être entendu dire que la Lune, ainsi que le Soleil, provoquent des marées dans les océans et les mers sur Terre. En effet, l'attraction gravitationnelle de notre satellite crée ce qu'on appelle la force de marée. Elle fait s'enfler les mers aux endroits qui se trouvent, à tel ou tel moment, les plus proches de la Lune. Ces renflements sont ce que nous appelons les grandes marées. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la Lune fait aussi monter et descendre les roches, comme elle le fait avec l'eau. Bien sûr, cet effet n'est pas aussi visible que le sont les marées océaniques. Mais il est tout de même perceptible. La surface solide de la Terre se déplace d'environ 2,5 cm lors de chaque marée. Non seulement la Lune provoque des marées sur notre planète, mais elle ralentit aussi sa rotation. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'un jour sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne aussi de la Terre à la même vitesse que celle à laquelle poussent tes ongles. Cela représente environ 4 cm par an. Tu devrais vraiment les couper. Si un jour elle s'éloigne dans l'espace, notre planète connaîtra des temps difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence totale d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de saison, à une forte inclinaison, ce qui entraînerait des conditions météorologiques spectaculaires. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, rien ne la protège des températures extrêmes. Il fait incroyablement froid du côté nuit, moins 234 degrés Celsius. Et pendant ce temps, le côté ensoleillé est littéralement en ébullition, avec une température de 121 degrés Celsius. Une autre chose dont la Lune ne peut pas se protéger sans atmosphère, ce sont les météorites. C'est pourquoi la surface du satellite est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui cachés par la végétation ou remplis d'eau. Mais sur la Lune, leur nombre est beaucoup plus important. Il s'élève à plusieurs millions. Et environ 5000 d'entre eux font plus de 20 km de diamètre. La Lune est moins active sur le plan sismique que la Terre. C'est pourquoi ces cratères et autres formations anciennes restent dans le même état pendant des siècles. Mais même si la surface de la Lune est en grande partie inactive, le satellite naturel de la Terre est quand même secoué de tremblements réguliers. Il se déclenche à plusieurs kilomètres de profondeur. Selon une théorie, il pourrait se produire en raison du rétrécissement de la Lune dû au refroidissement de son intérieur. Les scientifiques disent que la Lune est devenue plus petite d'environ 45 mètres en quelques centaines de millions d'années. Mais comment l'expliquer ? Imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant. Voilà exactement ce qui arrive à la Lune. Elle rétrécit et se froisse. Mais contrairement au raisin, la peau de la Lune n'est pas souple. Sa surface est dure et cassante. Donc, à mesure que la Lune rapetisse, sa croûte se fissure et se brise. Ces diverses parties se chevauchent. Les chercheurs sont presque sûrs que de telles failles sont toujours actives et probablement responsables des tremblements qui secouent la Lune. Certains de ces tremblements sont assez forts, jusqu'à 5 sur l'échelle de Richter. Lorsque tu lèves les yeux vers la Lune, tu vois toujours le même côté de notre satellite. Tout comme notre planète, la Lune tourne autour de son axe. Mais cette rotation dure environ 27 jours. Et c'est exactement ce qu'il faut de temps à la Lune pour tourner autour de la Terre. Ce phénomène s'appelle le verrouillage par effet de marée. Avant qu'on ne commence à explorer l'espace, personne n'avait jamais vu l'autre face de la Lune. On ne savait pas à quoi ressemblait cette face cachée. Alors que la face visible de la Lune est principalement constituée de grandes plaines émaillées de bassins d'impact, sa face cachée est aussi accidentée que cratérisée. La croûte y est plus épaisse, avec moins de traces d'activité volcanique.
Au fait, la Lune n'est pas parfaitement ronde ou sphérique. Elle a la forme d'un œuf. Lorsque tu la regardes, l'une de ses extrémités est toujours dirigée vers toi. Oui, tout droit vers toi. C'est la raison pour laquelle son centre de masse n'est pas son centre géométrique. En réalité, il se trouve décentré d'un peu plus d'1,5 km, comme une balle de golf de mauvaise qualité.